on travaille à une dimension. Donc, on a le contact avant. C'est le contact où la lumière va rentrer. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel type de contact il faut. Ensuite, on a un semi-conducteur qu'on appelle semi-conducteur 2. Donc, il faut trouver le type, le gap. Pareil, semi-conducteur 1, il faut trouver le type, le gap. L'arrière aussi, il faut trouver le type de contact. Voilà. En tout cas, pour concevoir une cellule solaire, voici des questions qu'on peut se poser. Pourquoi on dit, on parle de cette architecture? Parce que c'est obligé, puisque, comme vous avez vu, pour faire la cellule solaire, il faut une jonction. Donc, c'est deux semi-conducteurs qu'il faut coller pour pouvoir avoir une jonction PN. Voilà. Donc, la lumière vient par le haut jusqu'au semi-conducteur 1. Donc, nous allons essayer dans ce tutoriel utiliser SCAPS et essayer de faire une cellule solaire et regarder quelles propriétés il faut donner au semi-conducteur pour qu'on puisse quand même avoir du courant et le fonctionnement d'une cellule solaire. Et donc, pour ça, il faut d'abord lancer l'application SCAPS. Et donc, pour ça, dans le tuto, je vous explique comment on fait ça. Si vous installez SCAPS, en fait, il ne crée pas de... Il ne va pas vous créer un raccourci. C'est à vous de créer le raccourci par vous-même. Donc, du coup, je peux vous montrer comment ça marche sur mon écran. Donc là, je vais fermer SCAPS. Je vais aller le chercher. Donc, du coup, j'ai mon ordinateur. Je vais là où je l'ai installé. Je vais dans le dossier SCAPS. En général, il se met dans le programme. X86. Le dossier s'appelle SCAPS 3309. J'ouvre ça et je rentre et j'ai exactement la même chose que ce que j'avais dans le transparent, c'est-à-dire des dossiers et puis une icône SCAPS 3310. Donc nous allons revenir plus tard dans la signification de chaque dossier, en tout cas les dossiers les plus importants. Donc pour créer un raccourci, on fait clic droit et nous allons faire clic droit, envoyer vers le bureau qui est marqué créer un raccourci. Ouais. Normalement, avec ça, j'ai mon raccourci que je vais tirer pour venir ici. Faut Malaka PCV la kaka. Donc là, j'ai maintenant mon raccourci. Donc, je vais double-cliquer dessus pour lancer SCAPS. C'est ce qui est dit dans le... Base SCAPS. Oui, mais il va venir. On va commencer chez toi, chez toi et SCAPS, ça on peut pas aussi. Je lance et je mets en plein fenêtre pour que ça soit visible. Donc, le logiciel, il a plusieurs onglets. On peut le diviser en différentes parties. On voit avec les carrés là qui sont autour. Donc, il y a le premier carré qui est Working Point. C'est-à-dire que ici, ça va définir les points les conditions de fonctionnement. Donc, les points de fonctionnement. Les conditions les conditions physiques pour le fonctionnement du composant ou de la simulation. Donc, il y a la température que l'on peut changer directement. Ici, par défaut, c'est 300 degrés et 300 Kelvin. La tension appliquée, qui est 0 volts ici. La fréquence, si on travaille dans le régime alternatif. Le nombre d'itérations. Donc, comme on a vu la dernière fois, ce sont des logiciels de simulation. C'est-à-dire que c'est des méthodes numériques qui tournent derrière. Donc, on part d'une valeur initiale et il faut calculer la valeur finale en résolvant les équations jusqu'à ce que ça converge pour trouver l'état. Ensuite, vous avez un deuxième rectangle avec résistance série, donc qui vous permet de donner des valeurs de résistance parasite. Donc, on verra plus tard ce que c'est.
Ensuite, vous avez Action List. Moi, je l'utilise très rarement. Ça permet de de charger des paramètres de SCAPS que vous avez préalablement enregistrés. Je n'utilise pas beaucoup. Alors, celui qu'on va beaucoup utiliser, c'est le Dark Light. Donc, c'est un bouton qui permet de mettre la lumière ou pas. Donc, quand je mets Dark, ça veut dire que je vais simuler le fonctionnement de mon composant à l'obscurité. Si je mets Light, je vais simuler le fonctionnement sous lumière. Donc, si je suis en Dark, vous voyez qu'il n'y a aucun paramètre pour mettre lié à la lumière. Tout est noir, donc ça va. Si je passe à la lumière, je vais avoir donc des possibilités avec... je peux utiliser directement... Je peux calculer... je peux spécifier l'éclairement et il va me calculer le taux de génération. Donc G, c'est le taux de génération, c'est-à-dire la densité volumique de charge générée à la profondeur X du matériau. Et donc on peut éclairer à gauche ou à droite, c'est à nous de choisir. On peut choisir un spectre analytique ou un spectre depuis un fichier. La puissance est fixée à 1000 watts par mètre carré, vous pouvez la changer. Le spectre, c'est le AM 1.5, comme vous connaissez, qui définit le standard pour l'éclairement. Donc, par défaut... C'est pas pour ça, j'ai mal saisi le G. Le G, c'est si vous éclairez, vous allez créer des paires d'électrons-trous. Donc, ça va vous donner la densité de paires d'électrons-trous par unité de volume à chaque position X dans votre matériau. Donc, vous avez par exemple, on a vu la dernière fois, si vous avez 1000 watts par mètre carré, ça correspond à peu près à 10 puissance 32 photons par mètre carré qui arrive. Vous convertissez ça par volume, par unité de volume. Donc vous allez, il va vous dire que combien vous allez générer de charge par unité de volume à chaque point dans le dispositif en utilisant la loi de Beer-Lambert. Si vous faites ça, vous pouvez calculer ça avec la lumière qui arrive. Sinon, vous pouvez directement, en ce moment, au lieu d'utiliser la lumière, c'est vous qui calculez. Donc, il va vous calculer la valeur pour vous. Et en ce moment, vous utilisez soit un modèle constant, ou bien vous pouvez aussi définir des profils de génération. Donc ça peut être intéressant. Ça veut dire que vous n'utilisez pas la lumière, c'est vous qui vous décidez de la quantité de charge de paires d'électrons-trous que vous allez utiliser par unité de volume à chaque point X de votre dispositif. C'est bon? Bon, ça Oui, c'est bon, prof. on peut comprendre ça en pratiquant. Mais bon. Voilà. Et l'avant-dernier, c'est vous avez un panel ici en bas, ça s'appelle Action, qui permet de simuler des expériences. Donc, nous, on va beaucoup utiliser l'expérience IV. Donc, quand on va cocher IV, il faut dire comment on va varier la source comme on a vu hier. Donc, c'est une source qui va être rattachée à la cellule solaire. Donc, à chaque valeur de la tension, on va calculer, on va résoudre les équations. On change de valeur, on résout. On change de valeur, on résout. Et on enregistre les données pour qu'on puisse les exploiter. Et donc, nous allons simuler plusieurs valeurs comme ça. Donc ici, par défaut, c'est entre 0 et 0,8 volts. Et vous allez faire 41 points par défaut. Et donc, ce qui donne un incrément de 0,0200. Vous pouvez changer le nombre de points si vous voulez ou l'incrémentation. On ne va pas faire la simulation de capacité en fonction de la tension. C'est un peu plus complexe. On n'a pas le temps.
Pareil pour la capacité en fonction de la fréquence. Par contre, nous allons simuler le quantum efficiency, c'est l'efficacité quantique. Ça permet de mesurer par longueur d'onde. On va regarder le nombre de photons collectés divisé par le nombre de photons incidents. Donc, si c'est 100%, ça veut dire que on n'a pas de perte. Et donc, quand on va tracer ce rendement en fonction de la longueur d'onde, on peut savoir à quel endroit du dispositif nous avons des combinaisons ou des pertes. Et comme ça, on peut optimiser. Donc, c'est une manip qui est extrêmement importante. Donc, pour notre projet, nous avons les trois expériences à faire. Casser sur courant tension à l'obscurité, ça fait une expérience. Casser sur courant tension à la lumière, ça fait une expérience. Et quantum efficiency dans le noir, ça fait une expérience. Donc, moi, je vais vous donner dans le projet 3 courbes. Vous devez donc trouver les valeurs des paramètres pour reproduire ces 3 courbes exactement. Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave, vous êtes noté en fonction des résultats que vous avez obtenus et en fonction des explications que vous avez fournies. Et le dernier panel ici le premier permet de définir votre problème, donc de définir le dispositif, la cellule solaire que vous voulez simuler. Une fois que c'est défini, vous pouvez commencer à faire des calculs. Donc, on retourne dans le transparent pour voir quelle étape est préconisée. Donc, du coup, ici, je vous explique, donc là, c'est ce qu'on vient de voir. On ne peut pas lancer de calcul tant qu'on n'a pas défini de composants. Deuxième point, nous allons donc commencer à fabriquer notre dispositif. Alors, ce qu'on veut faire, c'est ce modèle qu'on veut faire. On veut avoir 2 semi-conducteurs l'un sur l'autre et trouver les paramètres qu'il faut pour ces 2 semi-conducteurs pour qu'on ait une cellule solaire. Et nous allons essayer de l'optimiser jusqu'à augmenter les rendements au fur et à mesure pour avoir une cellule solaire efficace. Donc voici, donc pour définir le problème, il faut appuyer sur le bouton Set problème. Et puis on va fabriquer le composant, la cellule, en partant de la gauche vers la droite. Donc on va faire le premier, ensuite la deuxième couche et ensuite la troisième couche. Donc alors, est-ce que je peux mettre ça côte à côte pour pouvoir travailler? Donc, nous allons créer la première couche. Donc, la première couche se crée à la page 7. Donc, du coup, pour créer la couche, je vais appuyer d'abord. Donc, au départ, ces deux-là sont découchés. Je suis dans le noir. Donc, je vais appuyer sur 7 problèmes. Alors, un truc très important à savoir pour pouvoir manipuler SCAPS, c'est que, comme je vous disais, c'est un logiciel qui est basé sur le logiciel LabVIEW. Donc, LabVIEW, ça veut dire LabVIEW. Il utilise le concept de fenêtre. Donc, à chaque clic, va apparaître une fenêtre avec des paramètres dont vous devez rentrer les valeurs. Une fois que vous rentrez les valeurs, vous fermez la fenêtre et vous retournez dans la fenêtre mère. Donc, une fenêtre va créer des fenêtres filles et cette fenêtre fille peut créer aussi des enfants. Et donc, à chaque fenêtre quand vous cliquez sur un bouton, vous avez une fenêtre. Et il faut donner les valeurs des paramètres avant de fermer la fenêtre. Donc, vous ne pouvez pas laisser une fenêtre pour revenir en arrière. Donc, il faut finir le travail de la fenêtre avant de revenir en arrière. Donc, ça, c'est souvent un peu... voilà, les gens ne comprennent pas souvent ça. Donc, le principe est ça. Donc, chaque clic envoie une fenêtre. Si tu ouvres une fenêtre, tu dois la fermer avant de repartir en arrière. Donc, exemple, je clique sur 7 parce que je vais fabriquer ma cellule. Donc, je vais définir les couches. Donc, quand je clique, j'ai une fenêtre qui apparaît ici. Donc, je ne peux pas revenir sur l'ancienne fenêtre sans avoir fini de faire ça. Donc, ce qui est normal. Donc, ici, il me donne la structure que je dois faire. Donc, c'est intéressant. Donc, cette fenêtre, c'est la fenêtre de base
qui définit le problème. Donc vous avez le contact left, donc pour lui le back, il est en haut, c'est-à-dire le contact arrière est en haut. Ensuite, si je veux mettre une couche, il faut que j'appuie sur Add Layer. Je rajoute la couche. Une fois que je vais rajouter la couche, elle va apparaître ici. Donc là, je peux rajouter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a jusqu'à 7 couches que je peux mettre avec SCAPS. Donc ça veut dire que la limite de SCAPS, c'est 7 couches. Si votre dispositif a plus de 7 couches, ce n'est pas la peine de venir dans SCAPS. Vous ne pourrez pas simuler. Donc il y a 7 couches et vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 interfaces. Donc entre chaque couche, entre deux couches, vous définissez une interface. Après, vous avez le contact, le right contact, qui est le front contact. Donc c'est là où la lumière arrive. Et donc vous allez cliquer dessus pour donner la nature du contact. Donc nous allons voir ça plus tard. Donc pour résumer, voici notre cellule solaire qui est encore vide. Donc il faudrait que nous définissions deux contacts en haut et en bas. Donc un contact est un contact électrique et un contact optique. Donc il y a deux propriétés, optique et électrique. Électrique, c'est pour pouvoir sortir les charges qui nous intéressent. Si c'est des électrons, il faut faire en sorte que ce soit les électrons qui sortent là-bas. Mais il ne faut pas mettre les trous. Sinon, il y a un problème. Bon, pas qu'il y ait un problème, mais votre composant ne va pas être efficace. Deuxième, c'est l'optique. Donc, comme c'est, si c'est à l'arrière, ben, l'idéal, c'est de faire un miroir. C'est-à-dire que ben, si il y a des charges il y a la lumière, malgré qu'elle devait être absorbée, mais si elle a des longueurs d'onde qui la font traverser toutes ces couches et qu'elle arrive finalement à l'arrière, si on a les moyens, on peut faire un miroir de sorte à réinjecter, à réfléchir cette lumière-là pour qu'elle retourne dans les couches. Voilà, donc ça c'est la propriété optique qu'on peut donner à cette couche. Si là, on n'éclaire pas, alors ici on ne peut pas faire une cellule à deux faces. Donc normalement, maintenant on commence à avoir des cellules à deux faces. Donc ici on ne peut pas simuler deux faces. Je ne l'ai jamais vu. Et puis ben, la face avant, ben, pareil aussi, il faut faire en sorte qu'on puisse sortir les types de charges qu'on souhaite tout en laissant passer la lumière. Donc optique et électronique ou électrique. Donc commençons tout de suite par mettre une couche. Donc on appuie. Et donc comme je vous dis, chaque appui amène une fenêtre. Donc là maintenant, si je dois compter, j'ai 3 fenêtres d'ouvertes. Donc je vais venir ici. Donc j'ai 3 fenêtres. La toute première fenêtre mère de l'interface qu'on a lancée au début, c'est la grande fenêtre. Ensuite, on a cliqué sur définition de la couche du problème. Ça nous a donné une deuxième fenêtre. Et maintenant, on a appuyé sur Add Layer. Donc, on veut rajouter une couche. Et donc, on nous a lancé la fenêtre de la couche. Donc, maintenant, voici les propriétés de la couche. Donc, je mets côte à côte. Alors, je ne peux pas cliquer. Voilà, ici, j'ai là pour définir la cellule solaire. Donc là, le titre, vous voyez, c'est Solar Cell Definition Panel. Donc, c'est un panel pour définir la cellule solaire avec les différents éléments. Et ici, j'ai Layer Property Panel, donc qui me permet de définir la couche. Ici. Donc, du coup, avant de continuer, on va aller venir dans le tutoriel et regarder qu'est-ce qui était prévu comme paramètre pour cette couche-là. Donc, paramètres de transport, apparemment, je pense que j'ai gardé les valeurs par défaut. Donc, je n'ai pas touché. Voilà, donc j'ai dit de garder. Pour l'instant, on garde les valeurs par défaut pour les autres paramètres. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de mettre un dopage de type P et vérifier que le dopage pour les trous, le ND est égal à 0 et le NA est égal à 10 puissance 15. On peut changer le nom de la couche comme on veut. Donc, on veut faire un semi-conducteur de type P.
Voilà. Et donc ici, je vais changer le nom de la couche. Je vais mettre type P. Voilà. Et l'épaisseur est un micron. Donc, on peut aussi changer. Je préfère garder un micron. Uniforme pur, on laisse par défaut pour l'instant. Donc, tout est par défaut, sauf que comme on a une couche P, il faut que la densité des données soit égale à 0. Donc, on met 0 au niveau de la densité des données. Ensuite, on garde la densité des accepteurs et 10 puissance 15 et conserver. Donc là, c'est tout ce qu'il faut faire. Le reste, on ne touche pas pour le moment. On reviendra plus tard. On continue. Ici, on est toujours sur... donc, on va les garder pour entrer les paramètres électroniques de transport. Donc là, une couche, nous avons les propriétés électroniques, donc la bande interdite, la valeur de la bande interdite, l'affinité électronique, la permittivité, la densité effective d'état en bande de conduction et en bande de valence, la vitesse thermique des électrons, des trous, la mobilité des électrons et des trous, toujours en unité centimètre carré par volt seconde. Donc les unités sont données. Voilà. Donc on garde tout par défaut. Donc là, ce sont les paramètres électroniques de la couche du semi-conducteur. Ensuite, maintenant, on peut venir sur la droite. On peut définir la qualité électronique, c'est-à-dire qu'on peut décider de quelle est la durée de vie des porteurs lorsqu'ils sont libres. Ça, c'est les propriétés électroniques. Mais pour le transport, on peut dire comment la durée de vie, qu'est-ce qui va affecter les porteurs une fois qu'ils sont libres. Donc, par exemple, quand la lumière va générer une paire électron-trou, comment elle va se comporter. Donc, il y a plusieurs mécanismes de recombinaison qui sont pris en compte. Donc, la recombinaison, c'est le fait que les charges libres vont disparaître, vont se retrouver. Donc, chaque photon crée une paire, un électron et un trou. Et donc, les deux, quand ils sont ensemble, ça fait une charge neutre. Donc, il n'y a pas de courant. Donc, on ne peut rien faire. Quand les deux sont ensemble, on ne peut rien faire. Il faut les séparer pour qu'on puisse créer du courant. Donc, il y en a un qui va à gauche et l'autre va à droite, ou vice-versa. Donc, ici, la façon dont ils vont se retrouver pour disparaître est gérée par ce panel. Donc, on peut rajouter un défaut en cliquant sur Add défaut 1. Ou bien, on peut venir ici. Ça, c'est un peu plus complexe, mais ça permet de définir des recombinaisons radiatives. Donc, recombinaison radiative, ça veut dire que il y a l'électron qui est sur la bande de conduction, il va tomber directement dans la bande de valence et émettre de la lumière. Ça, c'est très peu probable parce que c'est l'énergie c'est très haut pour l'électron de tomber. S'il y a une jonction, c'est pas évident qu'il retombe comme ça. Donc, c'est pas aussi évident. Donc, du coup, ça, c'est souvent... Ou bien, ça retombe, mais c'est très peu. Donc, du coup, souvent, on n'utilise pas beaucoup. On l'utilise pour les matériaux qui sont de très, très bonne qualité. Les recombinaisons OG, pareil, ben ça, c'est des recombinaisons à la chaîne. Donc, là aussi, pareil, pas évident à trouver. Voilà. Donc, quand on arrive à voir ça, c'est qu'on est dans des matériaux qui sont de très bonne qualité. La recombinaison qu'on va trouver facilement, donc des matériaux qui ne sont pas de bonne qualité, quand on commence à utiliser une simulation comme on est en train de faire, c'est qu'on est souvent dans des cas où les matériaux ne sont pas encore bien optimisés. Donc, c'est la recombinaison Shockley-Reed-Hall. Donc, c'est la recombinaison par l'intermédiaire d'un défaut. C'est-à-dire qu'on va avoir dans la bande interdite un état qui va faire la médiation pour la recombinaison. Donc, c'est-à-dire que l'électron ne tombe pas directement dans la bande de valence,
il va passer par une échelle pour venir tomber. Donc là, pour faire ça, on fait Add Defect. Et comme toujours, on a une fenêtre qui apparaît et nous devons donc remplir donc, les valeurs pour ce paramètre. Donc du coup, on revient sur notre paragraphe pour regarder quel paramètre il faut mettre. Donc les paramètres à mettre, on garde tout par défaut, donc on ne change rien et on valide. Et ensuite, on observe ce qui a été fait. Donc là, on ne fait rien, on fait Add. Donc ici, j'ai dit que je veux un type neutre. La section efficace de capture, on va voir qu'est-ce que c'est plus tard. La distribution est single et la bande d'énergie est 0,6 et on va valider. Et donc, une fois qu'on valide comme ça, ça nous dit que avec le défaut que nous venons d'ajouter, quand on va avoir une charge libre dans le matériau, alors il pourra parcourir au maximum. Si c'est uniquement ce défaut seul qui existe, la charge va parcourir, alors ici c'est 110 microns. Voilà. Elle peut parcourir 110 microns avant de disparaître. Donc ça s'appelle la longueur de diffusion. Donc la charge sans aide supplémentaire est capable de marcher sur jusqu'à 110 micromètres avant de disparaître. De la même manière, on peut définir sa durée de vie. Donc, elle peut durer 1000 nanosecondes. Voilà. Ah non, c'est pas ça, c'est 10, excusez-moi. Donc, c'est 11, excusez-moi. 11 pour les... Donc, les électrons vont pouvoir marcher 11 microns et l'autre 11 micromètres. Quand on est bon, donc ça, c'est la valeur, les paramètres électroniques qui sont validés. Ensuite, on a la partie absorption. Alors, l'absorption, il y a deux façons de faire. Soit on prend un fichier, donc c'est-à-dire que quelqu'un a fait des mesures donc sur le matériau que l'on va utiliser, quelqu'un a fait des mesures et il a trouvé les coefficients d'absorption. Donc, souvenez-vous, quand on faisait le premier cours, on a vu que pour que ça fonctionne, il y a une propriété du matériau, donc un coefficient qui dépend de la longueur d'onde, qui dit à peu près combien de charges on peut extraire de la lumière, combien de lumière on peut absorber. Voilà. Donc, combien de photons on peut absorber par unité de surface et par longueur d'onde. Donc, c'est un paramètre qui est très très important pour pouvoir qualifier le matériau. Donc, on va prendre le semi-conducteur qui a le coefficient d'absorption le plus important dans la bande de longueur d'onde qui nous intéresse. Donc, pour ne pas compliquer les choses, nous allons passer par le modèle. Donc, on peut, à partir d'ici, modifier les paramètres du modèle. Je ne sais pas si je vais les proposer là. Voilà, donc pour le moment, on utilise le modèle et on va continuer. Donc, voilà, ici. Alors, dans le premier modèle, ici, donc moi, j'utilisais un logiciel, la version que définie dans le transparent est une vieille version. Donc, du coup, il n'y a pas tout. Donc là, on est obligé de faire 7 modèles. Et on va avoir 7 fenêtres. Pour le moment, on définit ici. On oublie pour le moment la courbe. OK. Et on va dire que le alpha, donc il y a une équation alpha qui donne ces valeurs. Donc du coup, alors pour comprendre cette équation, on peut aller regarder le manuel. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Voilà. On peut laisser pour le moment de cette manière. Donc là, ça nous dit que pour les gammes de longueur d'onde qui vont de 200 nanomètres à 1000 et quelques,
nous avons une courbe qui suit ce profil. C'est-à-dire qu'à 200 nanomètres, on a 10 puissance 5. Le alpha vaut 10 puissance 5. Et ensuite, ça descend au fur et à mesure qu'on augmente les longueurs d'onde. Donc, c'est-à-dire que le matériau ne pourra pas absorber des longueurs d'onde qui sont supérieures à 1000. Donc, si ça dépasse 1043, si la longueur d'onde dépasse 1043, c'est pas absorbé. Ça, voilà, le matériau est transparent. Donc, on valide. Donc, on a ce modèle. Donc, on a défini la qualité électronique du matériau. On a défini l'optique qui va. Et on va rajouter. Alors, à partir d'ici, il y a deux façons de faire. Soit on sauvegarde le matériau si on veut s'en servir plus tard. Ou bien, on peut directement rajouter le matériau. Donc, souvent, vaut mieux si on utilise souvent le même matériau, on peut le sauvegarder. Et comme ça, la prochaine fois, on le charge. Donc, moi, pour l'instant, je n'en veux pas. Je vais juste faire add. Donc, j'ai le premier matériau qui s'est rajouté. Donc, vous regardez bien la couleur, c'est la couleur rouge. Donc, le rouge est utilisé pour un matériau de type P. Et le rouge, le bleu, serait de type N. Donc, maintenant, on va rajouter la deuxième couche de type N. Donc, dans ce cas, on avance un peu dans le tutoriel. Donc, nous allons rajouter un matériau. Ben, cette fois-ci, on est obligé de changer certains paramètres. Parce que si on garde les paramètres par défaut, on va avoir, ça va pas être terrible. On va avoir deux matériaux de même type. Bon, les interprétations vont être un peu difficiles. On peut simuler et puis comme ça, vous allez voir un peu les différences. Mais bon, il faut que, parce que si on regarde la définition de la cellule solaire, il faut que la lumière puisse passer. Donc du coup, si vous mettez le même matériau comme celui que vous avez en type P, ben, il va absorber la lumière. Donc la lumière ne va pas arriver au type P. Donc ça n'a pas de sens. Donc il faut faire un matériau qui peut laisser passer la lumière qui va arriver jusqu'au type P. Mais bon, peut-être que pédagogiquement, ça peut être intéressant de commencer avec le même type de matériau, mais en changeant le type. Donc on part avec le même matériau. On va juste changer le type et comme ça, vous allez voir l'intérêt de la couche N. Donc, je vais un peu modifier le tutoriel voilà, pour que ça soit peut-être un peu plus pédagogique. Voilà, donc du coup, je pense que ça c'est fait pour le contact. Voilà, donc du coup, on va commencer la simulation. Donc, pour que ça soit pédagogique, je vais supposer quelqu'un qui n'a pas encore compris comment ça marche et donc qui essaye d'optimiser. Donc, du coup, on va dire que il va prendre la couche P. Il va prendre les deux semi-conducteurs sont la même chose, sauf que il est dopé différemment. Donc là, parce qu'on a dit que pour que ça marche, il faut un semi-conducteur de type P et un semi-conducteur de type N. Donc dans ce cas-là, alors SCAPS a une fonctionnalité qui est très intéressante. Ça veut dire que je peux dupliquer une couche. Donc si je fais un clic droit, j'ai une fenêtre comme ça qui apparaît. Je peux diviser une couche, je peux dupliquer la couche, ou bien je peux casser la couche en deux. Donc c'est à vous de choisir. Donc bon, alors on va la casser en deux. Est-ce que ça m'arrange ça? Ah, ok, ça marche. Donc du coup, la couche originale a 2 microns d'épaisseur. Il me demande de casser en deux.
la couche qui va être à gauche va avoir 1 micron et celle qui est de l'autre côté aura 1 micron. Et donc, l'épaisseur, c'est 0,5 à peu près relative. Donc, c'est pareil. Donc, je fais OK. Maintenant, il me dit left. Donc, left, je ne veux pas. Alors, je vais recommencer. Donc, le contact vers le bac, il est du type P. Donc, je vais lui faire le nom pour que ce soit vraiment P. Donc là, type P, OK. Comme ça, voilà. Donc, c'est exactement les mêmes couches. Donc, le type P, celui-là, on va l'appeler maintenant type N. Et il faut qu'on change le dopage pour qu'il soit vraiment de type N. Parce que là, il est type P. Donc, pour que ce soit de type N, il faut avoir... On prend le nombre de dopants du P, on passe à N, et puis les accepteurs, on met à 0. On garde la même qualité et on valide. Donc là, on a la lumière qui arrive côté N, ici. La jonction PN qui est au milieu, et puis le contact arrière. Donc là, on a la structure d'une jonction PN. Et donc si la lumière arrive, on veut créer une cellule solaire. Donc, le problème qu'on peut déjà anticiper, c'est que la lumière va arriver par le N. Donc, quand ça arrive par le N, ça veut dire que on va générer des charges ici. Donc, ça veut dire que c'est pas sûr que la lumière puisse atteindre... Toute la portion. Vous ne nous avez pas bien suivi. Bien suivi, c'est-à-dire? S'il vous plaît, professeur, je ne vous ai pas bien suivi. Là, vous avez noté du type P, de type N là. Oui. Type P, right, vous avez changé en type N là. C'est là-bas que je ne vous ai pas bien suivi. Okay. Il faut cliquer. C'était P, donc du coup, au début, on avait ça. On avait 10 puissance 15 dans le NA, 0 dans le ND. ND, c'est la densité de donneurs. Maintenant, je vais inverser. Je veux que les donneurs passent à 10 puissance 15 et les accepteurs à 0. Là, j'ai défini le type N. Donc, le type N, ça veut dire que s'il y a plus d'électrons, donc les donneurs donnent des électrons. Donc, j'enlève les accepteurs et je les remplace par des électrons, par des donneurs. Là, ça devient bleu. Maintenant, nous allons regarder comment... Oui. Je n'ai pas suivi au niveau de comment vous avez dupliqué la couche P. Clic droit, ça apparaît duplicate layer ou bien slip. Donc, ça veut dire que vous pouvez diviser la couche ou bien la dupliquer. Moi, j'ai choisi de la diviser en deux. Si vous la divisez en deux, il y a deux couches identiques qui apparaissent. C'est juste l'épaisseur qui a changé. Cassez la couche en deux. Si vous dupliquez, vous allez prendre la même couche et vous allez avoir deux couches de même épaisseur. Donc, je peux reprendre. Je enlève la couche N, jeter en P, clic droit. Si vous cliquez, vous voulez changer les paramètres. C'est clic droit pour pouvoir trouver le menu pour séparer. Donc là, si je duplique, il va me dupliquer la couche P. Moi, j'ai choisi de diviser. Donc, je fais slip layer. Donc, je clique là-dessus et ça m'affiche les deux fenêtres. Donc, la couche, initialement, c'était 2 microns. Donc, il va la diviser en deux. Alors, moi, j'ai 1 micron. Alors, parce que comme j'avais divisé avant, maintenant, j'ai divisé une deuxième fois. Donc, c'est pour ça, c'est 0,5, 0,5. Donc, attention.
J'ai divisé une couche 2 fois, donc ça va, donc c'est normal. Plutôt que de diviser, je vais plutôt. Mais c'est déjà divisé, c'est pas grave. Donc là, c'est la couche P. Je vais la remettre à 1 micron. Et la couche N, je vais la remettre à 1 micron. Parce que j'ai divisé 2 microns. Et là, la couche N, elle est N, donc les donneurs et les accepteurs à 0. OK. Maintenant, on retourne là et nous allons voir les contacts. Donc pour les contacts, on clique sur contact et on vérifie les vitesses de recombinaison. Et là, on va expliquer les propriétés optiques. On va les garder également avant de finir. Donc du coup, on retourne. Donc back contact, on clique dessus. On laisse par défaut. Ici, les propriétés électroniques. Donc c'est une couche P. Donc du coup, la vitesse de recombinaison, en fait, elle dit la vitesse de sortie des électrons et des trous. Donc, ils arrivent à 20 cm par seconde. Donc, si les électrons et les trous arrivent à la même vitesse, en fait, ils vont se recombiner, ils vont se retrouver. Maintenant, si vous ne voulez pas que se recombine, il faut qu'il y en a un qui soit plus lent que l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on va sortir plus vite. Celui qui nous intéresse. S'il vous plaît, professeur. Oui. Je n'ai pas suivi comment vous avez, là où vous avez appuyé pour afficher cette fenêtre. Vous appuyez sur Left Contact. Left Contact. Ok, c'est bon. Donc, du coup, on peut laisser les valeurs par défaut. Commencez. Alors, c'est qui utilise la fenêtre? Il faudra fermer le micro. Vous fermez le micro. Fermez le micro. Maintenant, on a Excusez-moi. les deux vitesses de recombinaison. Donc, il faut mettre des vitesses de recombinaison qui soient, si c'est identique, comme c'est identique, si c'est identique, ça veut dire qu'ils vont se retrouver facilement. Et si vous ne voulez pas qu'ils se retrouvent facilement, il faudra que ça ne soit pas identique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Voilà. Donc, du coup, on a cette valeur. Alors, la vitesse de combinaison, c'est quelque chose qui est relativement complexe à comprendre souvent, mais il faut la comprendre de cette manière. Si, par exemple, là, on est sur le contact back, donc là où il y a le type P. Donc, comme il y a le type P, ce sont les trous qui sont là-bas. Donc, il vaut mieux sortir les trous là-bas. Pour sortir les trous là-bas,
il faut que les trous se recombinent très rapidement. Ça, c'est souvent difficile à comprendre. Ça veut dire que pour sortir, il faut se recombiner. Mais il doit se recombiner sans les électrons. Donc, en fait, c'est ça. Ils appellent ça vitesse de recombinaison, mais ce n'est pas une vitesse de recombinaison, c'est une vitesse d'émission ici. Donc, on va émettre plus les trous que les électrons. Donc, pour que ça fonctionne, le bon paramètre de fonctionnement, c'est d'avoir une faible vitesse pour les électrons et une grande vitesse pour les trous. Et en ce moment, on sort les trous. Mais il faut faire attention parce que dans la réalité, ce n'est pas aussi simple d'avoir une surface aussi sélective. Donc, on verra plus tard comment on peut faire ça. Donc, pour faire ça, on peut rajouter un champ électrique là qui va repousser les électrons. Donc, il y a deux façons de passiver ici. Donc, ça s'appelle la passivation de surface. Donc, le premier, c'est que artificiellement, on change la vitesse d'émission des porteurs. Ou la deuxième façon de faire, qui est plus proche de la technologie, c'est de rajouter un champ électrique en rajoutant des couches. Après, il y a une possibilité de faire la bande plate, c'est-à-dire qu'on a un contact ohmique, donc la bande est plate pour sortir. Donc il n'y a pas de barrière. Super, professeur. Oui. Et bon, au départ, vous aviez dit que lorsque les électrons passent dans la bande de conduction, il va falloir rapidement les évacuer. Oui. Bon, maintenant, vous êtes en train de dire que si, c'est-à-dire il faut créer un champ pour repousser les électrons afin que les trous puissent se recombiner sans la présence des électrons. Oui, c'est une façon de parler, oui. Mais attention, hein, ici, on est sur le couche P. Donc, je reviens en arrière. Vous voyez, c'est le P. D'accord? Quand vous êtes en P et que vous avez un contact sur le P, vous ne venez pas contacter une couche à trou pour sortir des électrons. D'accord? Donc là, par exemple, le left contact va être posé sur une couche de type P. Donc, c'est une couche qui est majoritairement trou. Donc, probablement que ici, vaut mieux que les trous ils sortent à droite, en haut, par le bac. En ce moment, pour que le trou sorte, il ne faut pas qu'il y ait d'électrons là-bas. Parce que si le trou il voit un électron, il disparaît avec l'électron. Donc, il ne sort pas. C'est pour ça que sur ce contact, on doit empêcher les électrons d'être là-bas. Donc, pour empêcher les électrons d'être là-bas, au niveau de la simulation, donc c'est pour ça que ce n'est pas évident. En simulation, on peut tout faire. Donc, première approche de simulation, c'est dire, OK, dans le modèle d'extraction de porteurs sur un contact, il y a le modèle dit thermo-émission. Il y a un autre modèle autour de la recombinaison. Donc, c'est pour ça que les noms sont un peu confus ici. Parce que le nom thermo-émission, ça veut dire que je vais émettre thermiquement, thermo-ionique. Il y a un modèle thermo-ionique qui fait, où on peut calculer la densité des porteurs avec ce modèle-là. Dans ce modèle, il y a la vitesse de sortie des électrons qu'on utilise. Des porteurs. Donc, le type de porteur qu'on utilise. C'est pour ça qu'il y a ça. Donc, ici, il faut plutôt lire. Ça dépend du modèle qui est utilisé. Bon, lui, il a mis vitesse de recombinaison au thermo-ionique. Donc, ici, l'astuce, si vous voulez utiliser ce modèle pour simuler le fait que vous ne voulez pas, vous voulez avoir très peu de recombinaison des trous, puisque c'est le trou qui vient de sortir ici. En ce moment, vous accélérez les trous et vous décélérez les électrons. Vous empêchez les électrons d'arriver. Donc, dans ce cas, vous pouvez par exemple venir ici, dire, OK, je vais mettre très peu de... Je vais laisser les électrons, je vais les ralentir et je vais laisser les trous sortir plus vite. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Par contre, la vitesse ne doit pas dépasser 10 puissance 7. Attention, c'est la limite thermodynamique.
pas si c'est clair ici. Après, ce que je vous dis, vous pouvez laisser les grandeurs de cette manière et venir maintenant créer une jonction ici pour créer un champ électrique. C'est ce qu'on fait plutôt en techno. Bon, il y a toujours... Super, professeur. Oui. Bon, et en fait, les électrons qu'on voudrait empêcher d'arriver au niveau de bac contact pour que les trous puissent sortir rapidement. C'est quel électron? C'est le reste des électrons qu'il y a dans le type P ou bien les électrons qui, entre-temps, sortaient de N et parcouraient la charge? Ici, vous avez la lumière qui va arriver. Vous éclairez. Dès que la lumière arrive dans un matériau, il arrache des paires électrons-trous correspondant au nombre de photons qui arrivent. Donc, si, imaginons que là, j'envoie un faisceau de photons et que sur le P, je sors 10 électrons et trous. Donc, c'est dit, j'ai 10 photons qui sont arrivés. Ces 10 photons vont créer 10 paires électrons-trous. Donc, quand on dit 10 paires, c'est 10 électrons et 10 trous. D'accord? Si je veux avoir les 10 électrons ou si je veux avoir 10 charges, si je veux que les 10 photons que j'ai absorbés puissent créer 10 charges. Je ne sais pas si c'est électron ou c'est trou. Donc, pour le moment, je ne dis pas. Ce qui rentre dans ma lampe, il faut que, à ce niveau-là, je fasse en sorte que les 10 électrons qui sont créés ne touchent pas le contact back. Parce que s'ils sont là-bas, il y a problème. Vous voyez la difficulté, non? C'est-à-dire qu'à l'instant T, dès que les 10 paires électrons-trous sont créés au niveau du back contact, si le trou et l'électron restent ensemble, il n'y aura pas de courant. Il faut que de façon instantanée, on pousse les électrons, on sépare le paire, donc c'est-à-dire que l'électron et le trou vont être séparés. Et il faut, parce qu'on ne peut pas sortir les électrons sur le bac, parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Il y avait déjà des trous, vous voyez? Donc les trous vont être plus mobiles parce qu'ils étaient déjà présents, puisque la couche était déjà remplie de trous. Maintenant, la lumière est venue rajouter des trous. Donc, c'est plus utile de sortir les trous là où ils sont nombreux plutôt que de forcer à amener les électrons. Je ne sais pas si c'est clair. C'est une notion de conductivité, en fait. C'est plus facile pour un trou de se déplacer dans un matériau à trous qu'un électron de se déplacer dans un matériau à trous. C'est bon? Oui, c'est bon, professeur. Donc, du coup, il faut que je chasse les électrons qui nous sont. Il ne faut pas qu'ils restent là. Parce qu'ils ne sont que 10. Alors qu'il y en avait déjà des trous. Donc, les trous vont être facilement bougés. C'est bon? Par contre, par exemple, sur la face, le right contact, sur le front, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand je vais éclairer et que je vais avoir une paire d'électrons et de trous, il faut que je sorte les électrons à gauche. Et les trous que je vais créer, si la lumière crée toujours le double, électrons et trous. Donc, il faut que je chasse les trous et que je garde les électrons. Voilà l'astuce. C'est pour ça qu'on parle de contact sélectif. Et donc, quand vous regardez la cellule de Becquerel, c'est ce qu'il a essayé de faire. Il fallait que les deux cellules, les deux liquides soient d'inégale densité, avec des électrons qui sont placés dans chaque solution. Parce que c'est toujours deux types de porteurs qui sortent. Un côté, l'autre sort d'un côté et l'autre sort, voilà, vice-versa. Vous voyez?
Sans ça, c'est pas possible. C'est ça bon, pas la difficulté, mais l'astuce des cellules solaires. Donc pour le moment, nous, on va laisser le contact. On va laisser le contact par défaut comme ça. Après, il y a les propriétés optiques, hein, on n'a pas encore dit. On a dit que comme c'est le back contact, ben, c'est le plus simple, c'était de le rendre réflectif. Mais bon, ça, c'est pas intéressant, on va le laisser comme ça. Donc, on ferme. OK, on prend le right contact. Lui aussi, il a quasiment les mêmes paramètres. Donc, alors, SCAPS, il est assez fort là-dessus. Donc, tout de suite, il a compris que, ben, comme on a mis un type N, automatiquement, il nous favorise les électrons et défavorise les trous. Voilà. Au niveau optique, là, on a intérêt à bien faire les choses. Si, selon le type de matériau qu'on a ici, si le N, il est très réflectif, ben, il faudrait que, ben, normalement, pour faire les choses rigoureusement, il faut que le contact, là où la lumière arrive, soit le moins réflectif possible. Et en général, pour modéliser ça, on va aller chercher des données optiques qui nous donnent, par exemple, si c'est du silicium qu'on a mis, si c'est du silicium, ben, le silicium est très réfléchissant, donc il va falloir que l'on modifie ici les propriétés optiques pour prendre en compte cet effet. Bon, ça c'est un des inconvénients de SCAPS, c'est que ben, si on ne fait pas attention, on peut simuler une cellule complètement idéale qui n'a rien à voir avec la réalité. Voilà. Donc ça, il faut faire gaffe. Parce que par défaut, il ne va pas vous mettre des contraintes. Donc on fait OK. Parce que ben, quand vous regardez les propriétés optiques, on a juste dit combien il absorbait, on n'a pas dit combien il réfléchit. Donc dans certains logiciels, quand on va utiliser une couche, on va aussi dire combien il réfléchit. Donc SCAPS ne modélise pas la réflexion quand on choisit le modèle optique pour le matériau. Donc c'est que l'absorption. La réflexion, donc la partie réflexion, est traitée à la surface, mais pas à l'intérieur. Il y a des logiciels, par exemple celui qu'on a vu avant de passer dans SCAPS, lui, pour chaque matériau, il fallait lui définir le N et le K. Le N donne la réflexion et le K donne l'absorption. Ici, le SCAPS, il va traiter d'abord à l'intérieur de la couche, il traite que l'absorption, ce qui est malin, c'est bien. Et puis, ben, la réflexion, donc ce qui est perdu, est ramené à la surface, ici. Donc, c'est une technique optique. C'est une technique de modélisation. Le concepteur de logiciel choisit la manière de traiter les informations et les problèmes. Donc ici, la partie optique, donc je reprends, l'absorption, la quantité de lumière que peut absorber le matériau qui sont à l'intérieur est définie par le coefficient alpha, qui peut être donné dans un fichier ou bien dans un modèle. Nous, on a choisi le modèle pour l'instant. Maintenant, la quantité de lumière perdue, donc pour chaque matériau, on définit optiquement la réflexion, donc la quantité de lumière que le matériau peut relâcher, réfléchir, et l'absorption, la quantité de lumière que le matériau absorbe. Donc pour l'absorption de la couche est gérée dans le contact et non dans la couche. Donc pour le moment, on va supposer, dans notre cas ici, que le matériau, ben, il n'y a pas de réflexion, il est parfait. Donc c'est un contact, électriquement, il est parfait, et optiquement, il est parfait. Il ne réfléchit pas la lumière. Électriquement, il conduit parfaitement le courant, et seulement les électrons, quand il peut recombiner les électrons qui seront présents à côté. Voilà, c'est ce qu'on a dit ici. C'est notre choix. Donc, quand on génère des électrons près du contact, ils vont disparaître. Voilà, ce n'est pas efficace en collecte pour le moment.
OK, donc on y va. Donc on va, une fois qu'on a ça, on revient ici. Donc là, c'est le contact. On voit que la lumière arrive par la droite, mais on peut changer. On peut faire venir la lumière par la gauche. Voilà. Euh, voilà. Donc ici, nous, on a pris le white. Donc on garde le modèle par défaut. La tension est appliquée à gauche. Donc ça veut dire que à gauche, donc c'est le type P. Et donc le type P, c'est là où c'est le contact plus. Donc si on applique une tension positive ici, la jonction serait polarisée en direct. Voilà. Et puis, bon, celui-là, j'ai pas trop compris le modèle de générateur consommateur. Souvent, moi, je le laisse comme ça. On peut aussi inverser la structure. Donc si ça c'est bon, on fait OK. Alors le mieux c'est de sauvegarder. Donc on va sauvegarder la structure. Donc je vous conseille de rester toujours dans le même dossier. C'est le plus simple. SCAPS, il vous fait mettre dans le dossier définition. Donc là, on revient dans le dossier SCAPS. Voilà, donc vous avez un dossier qui s'appelle def, ici, qui contient tous les fichiers def. Bon, donc point def, ça veut dire c'est la définition de la structure. Donc tous les points def sont ici. Après, il y a d'autres dossiers. L'absorption, ça contient les fichiers d'absorption, si on veut utiliser des fichiers au lieu des modèles. Voilà, les résultats sont dans résulte, ainsi de suite. Donc moi, par défaut, je mets tout dans def. Donc là, je vais dire tuto univ car. Et il faut bien mettre point def. Alors, dans la dernière version de SCAPS, pour que ça marche, souvent on est obligé de sauvegarder 2 fois. Donc, je vais faire OK. Voilà, et je reviens. Il faut que, si votre sauvegarde est correcte, le calculate single shoot là devient rouge. Ça veut dire que vous êtes capable, il devient actif. Vous pouvez simuler. Donc, si ce n'est pas rouge, ben, ça veut dire que vous n'avez pas bien sauvegardé. Il faut refaire la sauvegarde. Donc attention, c'est à vous de mettre l'extension .def. Donc si c'est bon, ben, vous faites un single shoot pour calculer avec les paramètres à l'équilibre. Donc les paramètres de calcul, c'est qu'il n'y a pas de lumière, on est dans le noir. La température est à 300 degrés, il n'y a pas de tension qui est appliquée, donc le système est complètement à l'équilibre. Donc il n'y a pas d'excitation. Et donc dans ce cas, on peut calculer pour avoir le diagramme de bande à l'équilibre. Donc on calcule et nous avons ce diagramme de bande à l'équilibre. Donc c'est classique d'une jonction PN complètement équilibrée. Donc on a la couche N à droite et la couche P à gauche. Et elles font 1 micron chacun. Et c'est de même type parce qu'on voit que il n'y a pas de discontinuité dans les bandes, puisque on a des discontinuités si les affinités électroniques ou les bandes interdites sont différentes. Donc c'est le même bande interdite à gauche et à droite, les épaisseurs sont identiques, les dopages sont identiques, et donc on a une jonction PN classique. Et pour vérifier que le calcul est bien fait et qu'il n'y a pas de problème, le courant est 0. Voilà. Ici, la densité de porteurs, donc les trous, c'est le rouge, c'est exactement la même à gauche et à droite. Et ils se croisent ici. Donc il n'y a pas de porteur libre, il n'y a pas de trou dans la couche N, de la même manière qu'il y a très peu d'électrons dans la couche P. Donc pour moi, le calcul est parfaitement bien fait et on n'a pas de difficulté. Donc, les boutons à savoir utiliser, c'est si vous voulez sauvegarder les données, vous appuyez sur Save Data et vous dites
ce que vous voulez faire. Vous pouvez sauvegarder les graphes. Vous pouvez mettre des curseurs. Ça vous permet de surveiller les valeurs. Donc, curseur, vous mettez on. Et en ce moment, quand vous cliquez, vous avez la valeur du curseur. Donc, par exemple, là, dans le diagramme de bande, je peux avoir la valeur de la position. Donc, je suis sur le niveau du Fermi, il est toujours égal à 0. Donc, si je me déplace et que je me mets, par exemple, dans la bande de valence, j'ai la valeur de la bande de valence. Donc, par exemple, ça peut être intéressant de connaître la largeur de la zone de charge d'espace, qui est l'espace qui ne contient pas de porteur libre. C'est pour ça que je ne vous ai pas suivi. Peut-être que vous n'avez pas suivi le curseur. Donc, le curseur, c'est... Ici, j'ai suivi ici. Dans la suite, il n'est pas bien suivi. Là, par exemple, si je veux voir la zone de charge d'espace, je peux cliquer et regarder la zone de charge d'espace pour la calculer, la valeur. Alors, c'est un peu plus... Alors, je pense qu'on peut la calculer en regardant plutôt l'autre courbe. Bon. Ici, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'avec curseur on, je peux noter les valeurs en changeant le point du curseur. Ici, ben, je vois à ce point-là, l'énergie fait 0,24 électronvolts et la position, c'est 1,8 micromètres. Parce que si le curseur est off, je n'ai pas de valeur. Je me déplace, mais je ne vois pas de valeur. Donc, pour voir les valeurs, il faut faire le curseur en on. Et comme ça, j'ai les valeurs. Ce que je veux dire. Après, on peut utiliser ça pour pouvoir calculer la largeur de la charge d'espace. Donc, la charge d'espace est définie comme étant la zone qui ne contient pas de charge libre. Donc là, ici, vous avez le porteur libre, la densité de porteurs libres en échelle log. Donc, on voit que ben, le 0, il est au milieu. Donc, du coup, ben, là où les porteurs sont vraiment très peu, c'est autour de 1. Voilà. Donc, à 1, jusqu'à 0,2, à mon avis, c'est... Voilà. On peut dire que il y a très peu de porteurs. Alors après, bon, moi, alors, il faudrait peut-être le placer en linéaire, parce qu'un log, c'est pas évident. Donc, pour passer en linéaire, on appuie sur les lignes. Voilà. Et là, on est linéaire. Et donc, en linéaire, le porteur libre, on voit que c'est quasiment 0 jusqu'à 0,6 hein, à gauche. Et puis 1,14. 1,4. Donc, ce qui correspond à peu près ici, vous voyez que là, les bandes commencent à être plates à 1,6 à peu près. Donc, si on prend 1,6 et puis 0,3, ça pourrait être la largeur de la charge d'espace. Et elle s'étend aussi bien dans la couche N que dans la couche P. Donc, on peut devenir en échelle log pour voir les choses. Ensuite, on peut regarder la génération et les combinaisons. Si on était sous lumière, en appuyant sur ce bouton, on pourrait voir les combinaisons. Et cette courbe verte ici donne la fonction d'occupation des défauts. Parce qu'on en a mis pour pouvoir jouer sur la durée de vie. Action. Le bouton Action permet de revenir sur la fenêtre des paramètres. Et là, si on veut voir les résultats, on appuie EB, ça donne les diagrammes de bande. Action, on les vient. Génération et le combinaison donne la courbe de génération et de combinaison. Donc, ça peut être utile lorsqu'il y a la lumière. On va voir la lumière, les photons, la génération de paires électron-trou et la recombinaison de paires électron-trou.
action pour repartir en arrière. Voilà un peu pour l'interface. Maintenant, on va commencer les calculs. Donc, le point de fonctionnement, on vient de tester. On calcule à 0. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. On a regardé le diagramme de bande. On a regardé la génération. On peut revenir en arrière avec le bouton Action. Maintenant, on va calculer la caractéristique courant tension à l'obscurité pour comprendre la diode. Et ensuite, on calcule la caractéristique à la lumière pour voir les performances de notre cellule. Et après, on va calculer l'efficacité quantique. Alors moi, j'avais fait des calculs à différentes températures. On peut le faire aussi. Je pense que ici, je vais juste faire l'efficacité quantique au lieu de faire à différentes températures. Voilà. Donc, on fait la caractéristique courant tension à l'obscurité. Donc, pour ça, on va cliquer sur IV, puisque c'est l'expérience qu'on veut simuler. Ensuite, pour la caractéristique courant tension, on peut simuler la partie négative, c'est-à-dire que lorsqu'on applique une tension négative, donc là, soit vous tapez sur votre clavier, donc moi je vais démarrer à 0,5 à peu près, et puis on va finir à 1 volt. Et on va laisser par défaut les 0,2. Et une fois que c'est bon, on peut commencer le calcul. Alors, il se pourrait qu'il y ait des erreurs et que il n'arrive pas à calculer, c'est normal. Donc, il faut revenir modifier certains paramètres et donc pour vérifier. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. On est à l'obscurité, on fait le calcul, single shoot. Donc, il a calculé. Donc, c'est très rapide pour lui. Chez moi, ma machine est assez puissante. Donc, c'est une jonction PN. Quand on applique une tension négative, on va accentuer la barrière pour les porteurs majoritaires. Et plus on va augmenter la tension négativement vers positivement, on diminue progressivement la barrière jusqu'à ce qu'on l'ouvre complètement pour laisser passer les porteurs majoritaires. Donc les porteurs majoritaires, c'est les trous du côté P qui vont vouloir aller du côté N. Voilà. Et de l'autre, vice-versa. Donc on regarde le caractéristique courant tension en appuyant sur la courbe, en appuyant sur IV, on affiche caractéristique courant tension, IV, qui apparaît ici à l'échelle linéaire. Donc à l'échelle linéaire, on a bien les bons résultats. On est à faible courant, donc courant très très faible, jusqu'à une certaine tension qui est la tension de diffusion. On a une croissance exponentielle du courant en fonction de la tension. Donc, pour bien voir les choses, on peut se passer en échelle log et afficher, calculer la valeur absolue. Donc ça permet de voir la courbe en échelle log, comme ça, puisque selon la loi de diffusion et en utilisant les équations de diffusion, on a dit qu'il y avait une évolution exponentielle du courant en fonction de la tension. Donc, quand on passe en log, ça nous permet d'avoir une droite. Donc, c'est pour ça qu'on écrit en log pour montrer que quand c'est une droite, c'est que c'est exponentiel. Parce que le log d'une exponentielle, c'est une droite. S'il vous plaît, professeur. Oui. Pour courant tension, là, ça veut dire qu'on va effacer ce qu'on a fait précédemment ou bien on va continuer avec ça? Non, précédemment, on n'a pas de courant tension puisque on a calculé à l'obscurité sans excitation. Donc, c'était à l'équilibre. Mais effectivement, si on refait un calcul, les résultats vont s'accumuler. Donc, on va aller faire un calcul, vous allez voir, ça va s'accumuler. C'est bien ça la question. Parce que moi, je n'ai pas obtenu ce que vous avez obtenu à l'écran. Vous avez obtenu quoi?
Premièrement, ce que vous avez obtenu, j'ai obtenu ça, mais lorsque vous avez changé de paramètres, Et ce n'est pas les mêmes vous choses. appuyez sur IV, mettez moins 0,5 de départ, 1 volt en V2, et ensuite vous faites calcul. Normalement, vous devez obtenir la même chose. Sinon, vous avez un autre problème on n'a pas les mêmes paramètres. S'il vous plaît, professeur. Oui. Après avoir mis ces valeurs-là, c'est où on va manipuler encore. Quelle valeur? C'est-à-dire là où on prend moins 0,5 à 1. Il faut calculer. Ok. D'accord? Ok. Bon, ben, donc si c'est bon, on a la courbe IV. On peut l'exploiter en passant l'échelle. Donc attention, quand ce que vous avez les indications pour changer le scale, donc l'échelle, c'est pour l'axe Y. Donc, si je veux mettre l'axe Y, calculer la valeur absolue du courant sur l'axe Y, j'appuie sur abs, donc ça passe en valeur absolue. Donc le courant négatif devient positif. Et je vais le mettre en log pour pouvoir présenter. J'ai le courant log. Donc là, j'ai la droite qui me dit que ben, j'ai bien une évolution exponentielle. Donc, le calcul est quasiment OK. Et après, j'ai une saturation ici parce que je commence à avoir beaucoup de charges et donc je suis limité au niveau des contacts maintenant. Donc là, ce que vous voyez là, ce sont des limitations dues au contact électrique. Donc on commence à avoir des résistances qui font que l'exponentielle s'est affaiblie. Ok, donc ça, si vous voulez, vous pouvez vous amuser pour comprendre votre cours de semi-conducteur. Vous pouvez vous amuser. S'il vous plaît, professeur, je ne vous suis pas jusqu'alors. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, donc c'est pas simple. Vous êtes à quel niveau?
Alors, ce qu'on peut faire, je peux continuer, je vais finir. À l'écran, ce que vous avez là, j'ai ça, mais lorsque j'appuie sur... c'est-à-dire, j'appuie pour obtenir les courbes, je n'obtiens pas les mêmes choses. Ok, c'est pas grave. Déjà que vous avez les résultats, il n'y a pas de souci. Après, vous allez prendre le temps de fouiller pour pouvoir avoir les bonnes courbes. On va avancer et comme ça, vous aurez la vidéo pour les prendre tranquillement. Donc, du coup, on laisse comme ça. Donc, on avait dit que maintenant, on va mettre la lumière. Donc, on va éclairer avec la lumière. Donc, on appuie sur le bouton Light. On garde les paramètres par défaut. Donc, on a 1000 watts par mètre carré. Et donc, on va essayer de voir quel courant cette cellule va produire et quelle tension elle va produire. Donc, pour ça, on a allumé et on fait le calcul à nouveau. Donc là, il a fini. On a la courbe courant tension sous lumière. Alors ici, c'est à l'échelle log. Donc c'est normal que ça apparaisse comme ça. Si vous voulez passer en échelle linéaire, on revient en linéaire, on enlève le log. Seulement quand on fait comme ça, c'est assez parce que le courant direct est 1000 fois et 10 000 fois plus important que le courant, que le photocourant. Voilà. Donc du coup, ça va, on ne voit pas toute la courbe. Si on veut voir toute la courbe sans perdre des informations, on passe en échelle log et comme ça, on a les courbes. Mais souvent, bon, c'est pas évident à comprendre, donc je préfère passer en linéaire. Donc, pour ces deux composants qui n'ont pas été optimisés électriquement, on a une tension de 0,5 volts en circuit ouvert, un rendement de 6%, un facteur de forme qui n'est pas terrible et un courant de 19 ampères, milliampères par centimètre carré. Donc nous allons essayer d'afficher correctement la courbe pour qu'on puisse voir les différents, pour avoir une courbe qui passe par 0. Donc dans ce cas, nous allons changer l'échelle pour afficher. Donc pour changer l'échelle, on va dans Scale. Et puis, on dit que l'axe des ordonnées, donc le Y, on va modifier la valeur maximale du courant en positif. Ça veut dire qu'on va la diminuer pour pas que ça monte très haut. Donc, je mets la même chose, mais en positif pour le courant max. Voilà. Et comme ça, je fais OK. Donc là, j'ai bien une courbe qui ressemble à la cellule solaire. Donc, vous avez la courbe en vert, c'est la courbe sous lumière. Et donc, cette partie que vous voyez là, c'est la production. Et puis, la tension du circuit ouvert est ici. Donc, on peut essayer de comprendre pourquoi cette courbe est comme ça. Et puis, comment on peut optimiser pour avoir une cellule solaire de bonne performance. Alors, on peut déjà soupçonner deux choses. La première, c'est que comme on a des contacts qui ne sont pas optimisés, ça va jouer beaucoup sur les performances. Donc, on peut le tourner. Alors, on peut regarder aussi la génération. Alors, ce qu'on peut faire, il y a deux façons de travailler. On peut faire la simulation de l'efficacité quantique. Ça peut permettre de voir quelle est l'efficacité de génération de charge et comment c'est collecté. Je pense que c'est la plus simple à faire. Et puis après, on va simuler en circuit ouvert et en court-circuit pour analyser afin d'optimiser. Parce que pour l'instant, on ne peut pas. C'est difficile de décider, de dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, si on ne sait pas regarder les choses. Donc, nous allons simuler l'efficacité quantique et regarder comment ça se passe. Donc, on décoche
le courant de tension, on coche par le QE, on va à l'obscurité. Il faut augmenter un peu la dernière longueur d'onde. On peut aller jusqu'à 1200, non 1100, parce les bandes interdites, c'est 1,2. Donc, 1100, ça devrait aller. Et comme ça, donc on part de 300 à 1100, par pas de 10. Donc, nous allons calculer et afficher. Donc, voici comment la structure fonctionne. Donc, celui-là, il nous explique pourquoi le courant est faible. Le premier, on voit que, parce que normalement, si tout se passait correctement, les charges devaient être à 100% partout. Donc là, ici, on ne collecte pas à 100%. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie qui est perdue ici. Donc, dès les premiers nanomètres, ce qui rentre, on n'arrive pas à les sortir. Ensuite, ça retombe. Donc, voilà. L'extraction des porteurs ne se passe pas bien. Donc, l'expression des porteurs ne se passe pas bien. Quand on génère à la surface, ben, ils disparaissent. Ils ne sortent pas. Donc, on perd plus de 50%. Donc, ce qui arrive à gauche là, les longueurs d'onde de 300 correspond, alors je vais afficher la structure, correspond aux photons qui sont générés dans le bleu. Donc, on a dit que la lumière arrive. Les photons énergétiques sont générés en surface, selon la loi de Beer-Lambert. Et ensuite, ça décroît comme ça. Donc, quand c'est énergétique, c'est au niveau de la surface. Donc, c'est les porteurs que l'on génère ici ne sont pas correctement collectés. Voilà. Et après, le reste aussi n'est pas correctement collecté. Donc, ce qui fait qu'on a une solution un peu voilà, qui ne marche pas très bien. Donc, si on veut collecter correctement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faudrait qu'on modifie le contact. Peut-être, je ne sais pas encore, de sorte à sortir les électrons et par exemple à dire ben, je ne veux pas les trous. Donc, on va faire un truc très radical. Donc, je fais très très peu de trous et je prends que les électrons. Et on peut vérifier ça pour voir. On les calcule. Et là, pam, c'est parti. Donc là, c'est intéressant. Donc grâce à ça, ça veut dire que en changeant la vitesse de recombinaison uniquement au niveau de la surface, je récupère quasiment toute la courbe. Donc je vais revenir en arrière, ici. Donc j'avais ça. Voilà. Donc j'avais la courbe marron. Voilà. Donc en gros, donc ça nous renseigne aussi une chose, c'est que cette courbe-là, la couche rouge ne participe en rien aux charges. Donc en fait, il n'y a aucune lumière qui arrive là-bas. Tout est absorbé dans la bleue. C'est pour ça que dès que j'ai modifié les paramètres de contact, ben, la courbe a complètement, le rendement est passé à 100, presque 100%, alors que je n'ai rien touché côté couche rouge. Donc ça veut dire que ben, c'est la couche bleue qui absorbe tout. Et ça, c'est normal. Alors on peut vérifier ça en regardant l'efficacité de collecte. Le taux de génération et de recombinaison qu'on peut vérifier ici. Donc dans ce cas, je vais retourner à l'équilibre, je vais partir sous lumière et je vais calculer le courant de court-circuit.
Donc ça veut dire que je mets 0 volts et je calcule sous lumière. Donc ça, c'est ce que je fais. Donc il a fini. Je vais regarder la génération. Et on peut voir comment les charges sont générées. Effectivement, alors ça, il y a un truc qu'il faudrait... Donc la lumière arrive au côté droit. Donc apparemment, toute la lumière est absorbée jusqu'à 10 puissance 21. C'est absorbé sur les premiers nanomètres, sur les premiers microns. Donc tout ça. Donc il ne reste plus grand chose pour la couche qui suit. C'est pour ça. Donc on peut afficher là la combinaison. Donc c'est plutôt comme ça. Donc les générations, donc le paire électron-trou sont générés majoritairement à la surface. Donc quasiment la plupart des charges des électrons sont générés dans la couche N. Donc ça explique pourquoi. Donc la couche P, elle n'a que cette petite portion-là seulement. Alors que l'autre a tout ça comme charge. Si on regarde l'intégrale sous la courbe, vous avez tout ça qui est généré dans la couche. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je vais vous laisser suivre la vidéo, parce qu'elle est un peu longue maintenant. Et vous allez refaire la simulation jusqu'à obtenir les rendements de conversion et tracer la courbe de cette manière. Donc, voilà. Donc, vous me faites ça pendant les 2 heures qui viennent avant qu'on ne passe à la suite. Donc, je vais arrêter comme ça parce que là, la vidéo, elle est quand même longue, 1 heure et demie.